Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter ce topo sur l'embolie pulmonaire sous la forme d'un faux-faux. Alors, comme je ne savais pas ce que c'était un faux-faux, je ne sais pas si je réponds à la question réellement, mais en tous les cas, on va partir sur quelques chiffres, juste pour rappeler pourquoi on parle d'embolie pulmonaire. C'est simplement que c'est une pathologie grave qui concerne 15 000 décès par an en France, qui est la troisième cause de mortalité cardiovasculaire. Il faut donc un diagnostic précoce, peut-être pas à l'image de la dissection aortique, mais quand même. Et le pronostic va dépendre en fait du retentissement hémodynamique de l'obstruction sur le ventricule droit. On va partir d'un cas clinique assez classique, un patient de 59 ans qui n'a pas d'antécédent spécifique en dehors d'un tabagisme actif à 30 paquets années. Il consulte pour des douleurs, pour une dyspnée d'effort, au moindre effort depuis 48 heures. Il a réalisé un vol il y a 2 semaines, pas très long, entre Johannesburg et Saint-Denis. Son hémodynamique est relativement stable, avec toutefois une tachycardie à 111 par minute, une saturation un petit peu limite, mais patient tabagique. Il n'a pas de signe de TVP. Et donc, vous évoquez une embolie pulmonaire, bon, c'est pas un secret, c'est le titre du topo. Quelle démarche vous allez adopter pour arriver au diagnostic et au traitement adapté à ce patient ? Est-ce que vous avez des propositions ? Est-ce que... Bon, on va avancer dans ce contexte-là. Et donc, le premier élément à faire, devant une suspicion d'embolie pulmonaire sans choc, ce qui est le cas de notre patient, c'est d'évaluer la probabilité clinique d'avoir une embolie pulmonaire. Ça va reposer sur des scores, il y en a plusieurs. J'ai cité les 2 principaux qui sont le score de Wells et le score de Genève. On retrouve dans ce cas de figure une embolie pulmonaire de probabilité intermédiaire. Et donc, il va falloir aller plus loin. On a le choix entre plusieurs examens, directement l'imagerie, pourquoi pas, ou alors un stade intermédiaire, puisque, encore une fois, on hésite entre plusieurs diagnostics. Et donc, il y a les dédimères qui sont assez significatifs pour faire avancer le diagnostic. C'est ce patient qui, encore une fois, est stable. Les dédimères sont positifs dans le cadre de ce patient. Je vous rappelle que dans les dernières recommandations, on a des dédimères qu'on peut ajuster à l'âge chez les patients qui ont plus de 50 ans. On fait H x 10 simplement. Et donc, c'est ce qui va nous amener jusqu'à l'étape d'après, qui est l'angioscanner. L'angioscanner qu'on va préférer aux autres techniques d'imagerie, type scintigraphie, pour avancer dans le diagnostic. Effectivement, notre patient a bien une embolie pulmonaire, bilatérale, proximale, assez importante. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous chercheriez sur cette imagerie pour pouvoir, encore une fois, adapter votre traitement ? Est-ce qu'il y a des choses particulières au scanner que le scanner peut apporter ? Une dissection aortique, oui, éventuellement. Mais dans ces cas-là, on sera bien embêté. Effectivement, il y a le rapport VDVG, quand il est supérieur à 0,9, est un facteur prédictif indépendant de mortalité. Donc ça, c'est super important. On peut aller chercher d'autres choses qui sont pas plus anecdotiques, mais qui ont moins d'impact. L'infarctus pulmonaire, éventuellement. Et puis, chercher, pourquoi pas, une cause étiologique à cette embolie pulmonaire. Donc, on va arriver, maintenant qu'on a le diagnostic, on va arriver au traitement. Alors, est-ce que vous auriez d'ailleurs traité ce patient avant même les résultats de l'angioscanner avec une héparinothérapie ou des AOD ou quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez fait ou vous auriez attendu, après les dédimères positifs, l'imagerie? Alors, les recommandations seraient plutôt en faveur de traiter dès qu'on a une suspicion d'embolie pulmonaire qui commence à être forte, une fois que les dédimères sont positifs. On n'a pas vraiment d'argument pour une dissection aortique ou quelque chose d'alternatif. Donc, c'est conseillé de traiter assez précocement. Tout dépend aussi de la disponibilité du scanner. Si vous l'avez dans la demi-heure qui suit, c'est pas forcément nécessaire. Mais si ça dure un peu, c'est important. Alors, le traitement, en fait, il va dépendre d'autres éléments. Si on avait d'ailleurs une suspicion forte, on serait allé directement à l'angioscanner sans passer par les dédimères. Une fois qu'on a en fait posé le diagnostic, effectivement, il va falloir quand même réfléchir sur le traitement dans sa globalité. L'anticoagulation, c'est une chose, mais en fait, il faut réaliser également une stratification du risque qui va reposer sur des scores cliniques
qui prennent en compte à la fois l'état hémodynamique du patient, l'état clinique, et aussi son terrain, donc les comorbidités. Donc ce patient il a un score clinique qui est haut. Mais également, il va falloir chercher d'autres facteurs de gravité, et notamment les biomarqueurs type troponine et BNP, qui sont des marqueurs de souffrance myocardique qui vont impacter beaucoup le pronostic. On peut chercher les lactates chez les patients qui sont hypotendus, ce n'est pas le cas de notre cas clinique. Et l'échographie cardiaque aussi sera un élément extrêmement important dans la stratification du risque. On va aller chercher, dans le cadre de ce patient, par exemple, on a une dilatation ventriculaire droite avec un rapport VDVG qui est supérieur à 1. On voit également, alors je suis désolé, les boucles ne passent pas, mais on a un septum paradoxal sur l'image du milieu. On devine un petit peu avec la dilatation du ventricule droit sur la coupe parasternale petit axe, qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez le curseur, non ? C'est l'image du milieu. Et on trouve également des PAPS qui sont élevés, 59 mm de mercure. C'est assez élevé d'ailleurs pour une EP en phase aiguë. Donc il y a probablement une obstruction qui est assez massive. On se retrouve donc dans le cas d'un patient qui a une embolie pulmonaire de risque intermédiaire haut, puisqu'il a les critères de souffrance ventriculaire droite. Et donc, à partir de là, ma question est quelle va être votre prise en charge? Quelles sont vos possibilités thérapeutiques? Voilà, est-ce que vous allez à la thrombolyse? Je ne sais pas. Est-ce que vous feriez une technique de reperfusion? C'est quoi les grands axes? L'anticoagulation, ça on est clair, on avait le diagnostic, l'anticoagulation, elle est urgente. Ça c'est un facteur pronostic. Non, il était normotendu ce patient, il était tachycarde en revanche à 111 par minute. Il a un VD qui est très dilaté, il a une charge thrombolique qui a l'air assez élevée, il a quand même des critères de souffrance sur les biomarqueurs. Est-ce qu'on se contente d'une anticoagulation? À ce moment-là, quelle anticoagulation? Intermédiaire élevé, on est bien d'accord. Pardon? Proximal bilatéral. Héparine pour certains, AOD. Alors on peut parler aussi de reperfusion. Effectivement, il y a plusieurs solutions. Donc effectivement, alors, on a posé le diagnostic d'abord, c'est la première chose. On a évalué la sévérité. Et donc la stratégie thérapeutique, elle peut reposer à la fois sur l'anticoagulation, AOD, AVK, héparinothérapie, donc du parentéral, ou la reperfusion. La reperfusion, ça va être soit via la thrombolyse, soit une thrombectomie chirurgicale, pourquoi pas, et soit une revascularisation, une reperfusion percutanée. Je dis revascularisation parce qu'en fait, on peut totalement superposer des artères coronaires et une artère pulmonaire qui est bouchée. Donc voilà, on a toute cette panoplie de possibilités. Alors, dans le cadre, en l'absence de signes de choc, on n'est pas obligé d'aller à la reperfusion. La reperfusion a des avantages. Effectivement, elle va améliorer, pour les patients qui n'ont pas de complications liées à la reperfusion, va améliorer le pronostic, mais on perd toute une partie de la population qui va avoir des complications, un type d'hémorragie cérébrale, par exemple, ou d'hémorragie sévère. Donc, chez ce patient-là, en première intention, on va mettre soit une héparinothérapie si on estime qu'il a un risque évolutif important, soit éventuellement les AOD. Chez ce patient, effectivement, on a un risque évolutif et le patient a continué de se dégrader sur le plan hémodynamique. Il a commencé à être hypotendu. Et donc, ce qu'on lui a proposé comme technique, alors je ne sais pas si ça passe. Ça passe pas. Donc, c'était pour vous montrer une angiographie pulmonaire avec l'obstruction effectivement bilatérale. On a proposé une thrombolyse in situ qui est médiée par un cathéter ultrasonore. En fait, on va essayer avec les ultrasons de fragmenter le caillot pour aller instiller la thrombolyse directement au sein du caillot. Et ça permet en fait de dissoudre au moins sur les études in vitro plus facilement le caillot. D'accord ? Il y a d'autres techniques percutanées, la thrombectomie avec plusieurs types de matériel. Et effectivement, ces études, elles
Elles ont été évaluées pas sur des critères cliniques, mais on a des critères sur la récupération VD, sur le sevrage en oxygène. On a montré un bénéfice clinique pour ces patients, avec un taux de complications qui est relativement faible. Ici, ça a été fait par voie céphalique, donc on amène 2 cathéters dans les 2 artères pulmonaires, et on va mettre ce traitement pendant 12 heures avec une thrombolyse à faible concentration, de l'ordre de 1 mg/h. L'évolution est finalement favorable. Le patient finalement peut se lever à J1 assez rapidement après son traitement. Il est sevré en oxygène à DJ2 et son rapport VDVG, sans se normaliser, s'améliore déjà à 24 heures. Quels vont être les autres grands axes de votre prise en charge? Donc vous avez passé finalement la phase aiguë. Comment vous allez traiter votre patient? Comment vous allez le suivre? Quel bilan vous allez lui proposer? Puisqu'il a déjà fait un événement, on veut prévenir un autre événement. Quels vont être les axes de prise en charge que vous allez développer? Pardon? On n'a pas regardé ces mollets, effectivement. Alors, dans le cadre d'une embolie pulmonaire, on n'est pas obligé de faire de manière systématique une recherche de thrombose veineuse profonde. D'accord ? La recherche de thrombose veineuse profonde va pas engendrer une amélioration du pronostic, ne va pas avoir d'impact sur la récurrence. D'accord ? Par contre, ça peut nous amener à mettre en place des bas de contention, en général au moins classe 3 pour que ça soit efficace, pour prévenir effectivement la maladie post-embolique. Le bilan étiologique. Effectivement, le bilan étiologique, on pense à quoi quand on pense au bilan étiologique? Les troubles de la coagulation, donc un bilan de thrombophilie, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le bilan étiologique qui... Néoplasie, ouais, ok, ça marche. Ok, bon, écoutez, on va développer ces axes. Donc déjà, quel traitement vous mettriez à la sortie? C'est déjà une... AOD, en 2023, il n'y a pas tellement de doute sur le type de traitement qu'on doit mettre sur ce type d'embolie pulmonaire. Pour quelle durée? Donc, j'entends un peu de tout, mais en général, c'est de 3 à 6 mois. Ça dépend du tableau clinique initial et ça va dépendre de facteurs de récidive. On a peur d'une récurrence, donc je développerai ça sur une dia après. Quel bilan vous prévoyez donc et quel suivi après l'hospitalisation? On va répondre à ces questions. Donc sur la durée du traitement, en fait, tout dépend s'il y a eu un événement transitoire majeur qui est intervenu et qui a à l'origine de cette embolie pulmonaire. Il peut être d'ailleurs transitoire ou il peut être persistant. Si vous avez un cancer actif, le risque de récurrence il est élevé et donc il faudra traiter au long cours votre patient. Si vous avez un événement majeur comme une fracture des membres inférieurs et que finalement le patient se rétablit, ce critère majeur va disparaître et à ce moment-là, le risque de récidive est relativement faible. Après, il y a une espèce de zone grise avec des critères mineurs qui soient persistants ou transitoires. Et là, il va falloir discuter au cas par cas en fonction du risque hémorragique et de récurrence du patient. En ce qui concerne le bilan étiologique, donc on parlait de cancer tout à l'heure. À qui il faut faire ce type de recherche? Déjà, tous les patients qui ont un premier épisode non provoqué. D'accord? On ne trouve pas d'éléments, de facteurs majeurs pour provoquer cette embolie pulmonaire. Donc il faut aller chercher quelque chose, éventuellement de larvé. Ça va reposer comme toujours sur l'examen clinique, l'interrogatoire, mais également on va proposer les dépistages. Souvent les patients ne bénéficient pas des dépistages qui sont recommandés pour l'entrée en recherche d'âge. Donc éventuellement recherche de sang d'ASL, PSA, ça peut être également le suivi gynéco avec les frottis. Donc il faut les remettre dans le circuit de ces dépistages-là. Et on ne va pas proposer d'imagerie complémentaire. Avant, on a souvent l'habitude de faire le scanner abdominopelvien qui n'avait pas été fait pendant les coupes thoraciques. Mais en fait, en l'absence d'éléments cliniques, la rentabilité est très faible au prix d'une irradiation et de tout ce qu'on connaît.
En ce qui concerne le bilan de thrombophilie, qui était l'autre pan du bilan étiologique, alors ça va être proposé à des patients qui ont soit une maladie thromboembolique qui est récidivante, soit c'est des patients qui ont un épisode qui est non provoqué, mais des patients jeunes, inférieurs à 50 ans. Ce n'est pas le cas de nos patients, il avait 59 ans. Hein. Ça va reposer sur les dosages protéine C, protéine S, antithrombine, recherche de SAPL, extrêmement important, mutation du facteur 5 Leiden et mutation du facteur 2. En général, c'est recommandé de ne pas forcément le faire à la phase aiguë. Parfois, on le fait juste avant l'introduction du traitement anticoagulant pour gagner du temps. Actuellement, ce qui est proposé, c'est plutôt de faire une fenêtre à 3 mois et faire le dosage au cours de cette fenêtre thérapeutique. Pardon ? En général, je pense qu'il faut au moins 5 jours le temps de clairer tous les anticoagulants et on fait le dosage et après on réintroduit le traitement dans la foulée. En ce qui concerne le patient, vous le revoyez à 3 mois. Les éléments qui sont extrêmement importants sur l'embolie pulmonaire, c'est pas une fois qu'on a traité la phase chaude de l'embolie pulmonaire, qu'on a prescrit tous ces bilans, tout ça, il faut revoir le patient. Il faut revoir le patient, ne serait-ce que pour récupérer les bilans qui ont été initiés, pour voir ceux qui n'ont pas été réalisés. Et puis là, on a un patient qui avait une présentation clinique relativement grave d'entrée de jeu, et donc il faut s'assurer qu'il ne garde pas des séquelles de cette embolie pulmonaire. Notamment, est-ce qu'il a une dyspnée d'effort qui pourrait orienter vers un cœur pulmonaire post-embolique. Donc, l'interroger, éventuellement répéter l'échographie. Et finalement, il vous apprend qu'on lui a détecté un cancer du côlon. Et quelle serait votre attitude thérapeutique? Ça va être ma dernière question parce que je crois que le temps est écoulé. Est-ce qu'on peut maintenir les AOD? Est-ce qu'il faut passer à un autre traitement? Pardon? C'est un cancer du côlon, c'est un adénoca à quel AOD? Oui, je suis d'accord avec ta réponse, effectivement. Hein. C'est que les AOD ont été testés effectivement dans le cadre du cancer. Le seul qui est montré dans le cadre des cancers digestifs son efficacité sans surrisque de saignement, c'est l'apixaban. Donc effectivement, ce patient-là, s'il était sorti sous un autre traitement, il faut le reswitcher pour de l'apixaban. En alternative, chez des patients qui ont des saignements actifs et qui pourraient poser problème, on peut être amené à switcher pour du parentéral. Mais encore une fois, le traitement de référence reste l'apixaban dans ce cadre-là. Combien de temps? On va maintenir ce traitement, encore une fois, dans l'esprit d'un risque de récurrence, tout le temps de la phase active du cancer. Donc on attendra la rémission avant de pouvoir interrompre ce traitement, éventuellement. Les messages clés, donc c'est une maladie grave, elle nécessite un diagnostic précoce, une prise en charge tout aussi précoce. L'évaluation initiale est basée sur une probabilité clinique, parce que souvent on dit que c'est la grande simulatrice, hein, il y a beaucoup de présentations cliniques potentielles de l'embolie pulmonaire, donc il faut faire attention, garder ça dans un coin de sa tête. Et j'insiste encore une fois sur la nécessité d'un suivi au long cours, pour éviter les risques de récurrence, pour bien dépister l'étiologie de cette embolie pulmonaire. Et je pense que la création de filières, il y a le docteur Benzilia chez nous qui a une aide précieuse pour pouvoir suivre ces patients, pour pouvoir optimiser leur prise en charge présente et future. Voilà, je vous remercie. Juste un dernier mot. Vous avez, là, j'ai utilisé pour des histoires de contraste pour que ça passe mieux à l'écran, mais l'arbre décisionnel de l'ENC est particulièrement bien réalisé. Je crois que c'est le docteur Naillet et le docteur Ebel qui avaient fait ça. Et vraiment, il est très qualitatif. Donc, je vous encourage à aller le consulter si vous avez des questions. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce qu'une petite question éventuellement, mais on est un petit peu juste au niveau du temps. Merci pour la présentation. Vous demandez par exemple les recherches d'anticorps antiphospholipides au bout de 3 mois, mais alors qu'on ne préconise pas d'utiliser les AOD dans ce genre de pathologie AVK. Donc, on est bien d'accord. Effectivement, les AOD n'ont pas la place dans le cadre d'un SAPL. Donc, après, je pense qu'il faut aussi définir le risque du patient. C'est si on a plutôt une patiente dans ces cas-là, souvent, qui a une histoire clinique qui va avec, si on a des signes qui font penser qu'il peut y avoir ce genre de choses, soit on arrive à prélever le bilan avant,
pourquoi pas, effectivement, ça c'est une autre chose. Soit on va prendre, par sécurité, on mettra autre chose que les AOD qui effectivement n'ont pas la même efficacité que les AVK dans le cadre du SAPL. Juste pour rebondir sur le SAPL et les embolies pulmonaires, les essais dans la littérature nous montrent que quand on a des triples positifs, c'est-à-dire on a des patients avec anticardiolipine positif, anti-bêta-2-GP1 positif et anticoagulant circulant, là c'est clair que les AOD font nettement moins bien que les AVK. En revanche, c'est plus nuancé pour les patients qui sont simples positifs, notamment associés à une thrombose veineuse. Je ne parle pas des thromboses artérielles. Thrombose artérielle et simple positif, pareil, on reste sur les AVK, mais quand on a des patients avec une embolie pulmonaire et qui sont simples positifs, ça peut se discuter et nos patients, en pratique, ça nous arrive de les mettre sous AOD, mais que dans cette population. Donc en fait, c'est plus nuancé que ça. Il y a pas mal d'études qui sont en cours dans les SAPL pour justement creuser où est-ce qu'on pourrait mettre des AOD et où est-ce qu'on pourrait mettre des AVK. Voilà, c'était pour compléter un petit peu le propos. Eh ben merci beaucoup. C'est la fin de cette deuxième session. Il y a une pause pour manger ce midi et la deuxième sur la cardiologie en ville. La troisième session, ce sera à 14h ici. Et je vous rappelle simplement la disponibilité du simulateur pour la coronagraphie qui est juste derrière la porte qui est au fond de la salle.